Après avoir fini de payer mon appartement, ma belle-sœur a annoncé, c'est un bien familial. Maintenant on emménage. Trouve-toi un autre endroit. J'ai simplement souri, j'ai murmuré quelque chose et je suis parti. Quelques secondes plus tard, elle a crié, non mais, c'est pas juste. J'ai répondu, ah, la justice ne te préoccupait pas avant, pas vrai? Je m'appelle Audrey. J'ai 34 ans. J'ai enfin fini de payer mon appartement après cette année de sacrifice épuisante. La sensation de signer le dernier paiement était indescriptible. C'était une vraie liberté. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de champagne toute seule pour fêter mon succès. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma belle-sœur Nathalie qui m'appelait pour m'annoncer qu'ils allaient emménager chez moi. Chez moi, dans l'appartement que je venais juste de finir de payer. Merci de suivre mon histoire. Si vous regardez, dites-moi en commentaire depuis où vous suivez, et abonnez-vous pour connaître la suite de mon cauchemar familial. L'appartement était la maison de mes rêves. Situé dans un quartier calme de Seattle, avec des rues bordées d'arbres et un petit parc à proximité, c'était exactement ce que j'avais toujours voulu. Avec 83 mètres carrés, ce n'était pas très grand, mais c'était à moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le salon avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin, parfait pour ma petite collection de plantes d'intérieur. La cuisine, même si elle était petite, avait des appareils neufs et assez de plans de travail pour faire mes pâtisseries le week-end. Il y avait une chambre et un petit bureau que j'avais transformé en bureau à domicile, où je travaillais souvent jusqu'à tard dans la nuit. La salle de bain avait une baignoire, un luxe que j'aimais particulièrement après de longues journées de travail. Acheter cet appartement m'avait demandé beaucoup d'efforts et de sacrifices. Il y a 7 ans, après avoir économisé chaque centime pendant 3 ans. J'avais enfin assez pour verser un acompte. Les mensualités du crédit étaient élevées. Mais j'étais déterminé. J'ai accepté un deuxième travail, je donnais des cours le week-end dans un collège communautaire, en plus de mon emploi à temps plein comme comptable dans une entreprise locale. Ma vie sociale avait presque disparu. Pendant que mes amis postaient des photos de vacances sur des plages paradisiaques, moi je travaillais 60 heures par semaine. Quand eux achetaient de meilleures voitures ou des vêtements de luxe, moi je faisais des paiements en avance sur mon prêt. J'apportais mon repas tous les jours, je me coupais les cheveux moi-même, et j'ai appris à réparer les choses au lieu de les remplacer. Cette façon de vivre était un choix très personnel. En grandissant, la stabilité était quelque chose que je voulais plus que tout, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans, laissant mon père élever seul mon petit frère Kevin et moi. Papa a fait de son mieux, mais il avait du mal à gérer son chagrin et sa nouvelle vie de père seul. Quand j'avais 15 ans, il s'est remarié. Et même si ma belle-mère était plutôt gentille, notre maison n'a jamais vraiment été la mienne. Je me suis promis qu'un jour, j'aurais un endroit à moi, un vrai chez moi où personne ne me dirait de baisser la musique, ne critiquerait ma déco ou ne déciderait soudain de déménager dans un autre état. Le jour où j'ai reçu les clés de mon appartement reste l'un de mes souvenirs les plus heureux. Je me rappelle avoir marché dans chaque pièce en ayant du mal à croire que tout ça m'appartenait. Cette première nuit, j'ai dormi sur un matelas posé au sol, car je n'avais pas encore acheté de lit, mais je me suis endormi avec un sourire sur le visage. Au fil des années, j'ai meublé petit à petit l'appartement, choisissant chaque meuble avec soin, pour créer le foyer dont j'avais toujours rêvé. Ma relation avec mon frère Kevin était restée proche malgré notre enfance compliquée. Il avait 4 ans de moins que moi, il m'avait toujours admiré, et j'avais toujours eu envie de le protéger. Quand il a rencontré Nathalie il y a 5 ans, j'étais contente pour lui. Elle paraissait confiante et ambitieuse. Des qualités que je pensais bonnes pour mon frère, qui est parfois trop passif. Ils se sont mariés rapidement, quelques mois après s'être rencontrés, et au début, tout semblait aller bien. Avec du recul, il y avait déjà des signes de problème dès le début. Nathalie s'intéressait beaucoup à ma situation financière, elle me posait plein de questions précises sur mon salaire, mes économies, et la valeur de mon appartement. À l'époque, j'ai cru que c'était juste à cause de son expérience en vente et de sa façon d'être directe. Kevin avait l'air heureux, et c'est tout ce qui m'importait. Dans les années avant de finir de rembourser mon prêt, ma vie avait trouvé un bon rythme. Ma carrière avançait bien, avec plusieurs promotions et augmentations de salaire qui m'ont permis de faire des paiements plus importants. J'avais un petit cercle d'amis proches qui comprenaient mes objectifs financiers et m'encourageaient. Lisa, ma meilleure amie depuis l'université, était particulièrement compréhensive, elle venait souvent à la maison pour des soirées films au lieu de proposer des sorties chères.
Derek, un autre ami proche qui travaillait dans l'immobilier, m'avait donné plein de bons conseils pour devenir propriétaire. Le jour où j'ai fait le dernier paiement de mon prêt, j'ai ressenti un sentiment de réussite que je n'avais jamais connu. 7 ans de sacrifice avaient enfin payé. Je devenais officiellement propriétaire de mon appartement, sans dette. Ce week-end-là, je me suis offerte un petit dîner de fête avec Lisa et Derek. On a trinqué au champagne, et je me suis enfin permis de ressentir de la fierté pour tout ce que j'avais accompli. Mais je ne savais pas que ce succès allait déclencher une suite d'événements qui allaient menacer non seulement ma maison, mais aussi ma relation avec ma famille. Le week-end suivant, après ma petite fête privée entre amis, mon père a invité Kevin, Nathalie et moi à dîner en famille. Ces dîners étaient devenus une tradition mensuelle depuis que papa avait pris sa retraite 2 ans plus tôt, une façon de rester proche malgré nos vies chargées. En général, c'était des moments agréables, même s'ils étaient un peu prévisibles. Papa faisait griller des steaks dans le jardin pendant que Kevin et moi discutions de nos vies. Ce soir-là, pendant qu'on était assis autour de la table à manger qui était dans notre famille depuis que j'étais petite, j'ai partagé ma grande nouvelle. J'étais tellement excité que je ne pouvais pas attendre pour leur dire ce que j'avais accompli. J'ai une grande nouvelle, ai-je dit sans pouvoir effacer le sourire de mon visage. J'ai fait le dernier paiement de mon appartement la semaine dernière. Il est maintenant officiellement à moi. Le visage de papa s'est illuminé de fierté. C'est génial, ma chérie. Peu de gens de ton âge peuvent dire qu'ils sont propriétaires sans dette. Ta mère aurait été très fière de toi. Le fait qu'il mentionne ma mère m'a mis une boule dans la gorge. Elle était pratique et savait gérer l'argent, des qualités que j'ai essayé de copier toute ma vie. Je me suis souvent demandé si mon obsession pour la sécurité financière venait du fait que je l'ai perdue si jeune. Kevin a tendu la main sur la table pour attraper la mienne. Félicitations, ma sœur. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est la réaction de Nathalie qui aurait dû m'avertir que des problèmes arrivaient. Elle était assise en face de moi, et j'ai remarqué que son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait un regard calculateur qui m'a mise mal à l'aise. C'est une super nouvelle, Audrey, dit-elle d'un ton trop joyeux. Alors, combien vaut ton appart maintenant? Le marché est complètement fou depuis quelques années. La question avait l'air innocente. Mais un peu déplacée juste après mon annonce. J'ai répondu vaguement, pas très à l'aise à l'idée de parler de chiffres exacts. Il a bien pris de la valeur depuis que je l'ai acheté. Tout est à ton nom, a insisté Nathalie. Juste à toi. Kevin a lancé à sa femme un regard étonné. Bien sûr que c'est à son nom. Elle l'a acheté avant qu'on se connaisse. Nathalie a rigolé, mais il y avait quelque chose de piquant dans son rire. J'étais juste curieuse. Les biens familiaux peuvent parfois compliquer les choses. J'ai remarqué que mon père se tortillait, mal à l'aise, sur sa chaise. Il avait toujours détesté les discussions sur l'argent, disant que ça créait des tensions inutiles. Fidèle à lui-même, il a vite changé de sujet, demandant à Kevin des nouvelles d'un projet sur lequel il travaillait. La conversation a continué, mais les questions de Nathalie m'avaient laissé avec un léger malaise. Après le dîner, pendant que Kevin aidait papa à nettoyer le barbecue, Nathalie m'a coincé dans la cuisine, là où je chargeais le lave-vaisselle. Je suis très contente pour toi, pour ton appartement, a-t-elle dit en s'appuyant sur le plan de travail. Mais tu sais, Kevin a eu quelques difficultés financières dernièrement. Son entreprise a réduit du personnel et il est inquiet, bien sûr. C'était nouveau pour moi. Il ne m'a rien dit. Il ne te le dirait pas à toi, a répondu Nathalie avec un ton qui faisait comprendre que Kevin lui confiait des choses qu'il ne me dirait pas. Il est fier. Mais on a du mal à payer le loyer de notre appartement, et avec le bébé en route. J'ai failli faire tomber l'assiette que je tenais. Un bébé? Tu es enceinte? Nathalie a mis une main sur son ventre, qui semblait déjà avoir presque 3 mois. On comptait l'annoncer ce soir, mais ensuite tu as partagé ta nouvelle, et ce n'était plus le bon moment. Ma tête tournait. Kevin allait être papa. J'allais devenir tante. C'était une grande nouvelle, bien plus importante que ma maison. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Nathalie m'avait dit ça. C'était comme si elle utilisait sa grossesse pour me faire culpabiliser de ma réussite financière. C'est une nouvelle merveilleuse, Nathalie, félicitations. Et bien sûr, si Kevin a besoin d'aide, il n'a qu'à demander. Eh bien, dit Nathalie en baissant la voix. On pensait, comme il t'avait aidé pour la compte de ton appartement, peut-être que c'est le moment de lui rendre l'appareil.
Je l'ai regardé, surprise. Kevin ne m'avait pas aidé pour la compte. J'avais économisé cet argent toute seule. Nathalie a levé un sourcil. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il t'avait prêté plusieurs milliers quand il te manquait de l'argent. Ma confusion s'est transformée en colère quand j'ai compris de quoi elle parlait. Des années plus tôt, quand j'avais emménagé, j'avais eu des frais imprévus à cause d'un problème de plomberie. Kevin m'avait prêté 2000 $ que je lui avais remboursés entièrement en 3 mois, avec des intérêts. C'était une opération simple et claire entre frères et sœurs, avec un papier qu'on avait signé tous les deux. C'était juste un petit prêt que j'ai remboursé il y a des années, ai-je expliqué calmement. Ça n'a rien à voir avec la compte ni l'hypothèque. L'expression de Nathalie est devenue un peu plus dure. Quand même, la famille est de la famille. Et comme ton appartement est payé, et que tu as toute cette place en trop que tu n'utilises même pas. Un frisson m'a parcouru le dos quand j'ai compris où elle voulait en venir. Avant que je puisse répondre, Kevin et papa sont revenus dans la pièce, et le comportement de Nathalie a tout de suite changé, elle est redevenue souriante et chaleureuse. Quand Kevin et Nathalie se sont préparés à partir ce soir-là, Nathalie m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté. Bon, on devrait parler un peu plus de la situation de l'appartement. Je crois qu'il y a une solution qui conviendrait à tout le monde. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Comment Nathalie savait-elle exactement quand j'avais fini de payer mon appartement? Je ne l'avais dit qu'à Lisa et Derek, et seulement ce soir. Et pourquoi tout à coup elle appelait mon appartement un « bien familial » ? Plus j'y pensais, plus je me disais que Nathalie avait peut-être fouillé dans mon courrier ou accédé à mes infos financières d'une manière ou d'une autre. Cette intrusion dans ma vie privée me rendait malade. Le lendemain matin, j'ai inspecté mon bureau à la maison et j'ai vu des signes que quelqu'un avait fouillé dans mes dossiers. Les papiers étaient un peu en désordre, et un classeur avec les documents de l'hypothèque n'était pas à sa place habituelle. Je me suis souvenu que Kevin et Nathalie étaient passés à l'improviste le week-end dernier, et que Nathalie m'avait demandé à utiliser les toilettes. Les toilettes sont juste à côté de mon bureau. Elle avait sûrement profité de ce moment pour fouiller mes papiers. Comprendre que ma belle-sœur avait violé ma vie privée aussi profondément m'a rendu vulnérable et en colère. Mais je ne savais pas que ce n'était que le début de sa campagne pour s'approprier mon appartement. Les 2 semaines suivantes, la situation est devenue de pire en pire. Ce qui avait commencé par des allusions discrètes est vite devenu des demandes directes. Elle a commencé à m'envoyer des messages tous les jours avec des articles sur les familles qui vivent ensemble et les avantages de partager les ressources. Imagine combien on pourrait économiser si on partageait les frais, disait un message. Et puis tu ne rentrerais plus dans un appart vide chaque soir. Comme je ne répondais pas avec enthousiasme, elle s'est mise à m'appeler, parfois plusieurs fois par jour. Pendant ces appels, elle parlait de la situation difficile de Kevin au travail et de leurs dépenses qui augmentaient à cause de la grossesse. Elle parlait de rendez-vous médicaux, de crèches, et de leur appartement actuel devenu trop petit. Ça a du sens, Audrey, a-t-elle insisté lors d'un appel particulièrement insistant. Ton appart a une 2e chambre que tu utilises comme bureau. Ce serait parfait pour une chambre de bébé. Tu pourrais mettre ton bureau dans ta chambre ou dans le salon. De toute façon, t'as pas vraiment besoin d'un espace bureau dédié. Son mépris pour mon besoin d'un bureau, là où je travaille souvent tard le soir et les week-ends, m'a énervé. Mais j'ai essayé de rester calme. Je lui ai expliqué que même si je comprenais sa situation, j'avais besoin de mon intimité et de mon indépendance. J'aimerais vous aider, Kevin et toi, à trouver un appartement plus adapté, ai-je proposé. Ou je peux même vous prêter de l'argent pour un plus gros dépôt de garantie. La voix de Nathalie est devenue glaciale. On n'a pas besoin de ta charité, Audrey. On a besoin de ce qui nous revient. Kevin a contribué à cet appartement, et en tant que sa femme, j'ai mon mot à dire sur l'utilisation des biens familiaux. Après cet appel, j'ai directement contacté Kevin, espérant une discussion calme sur la situation. On s'est retrouvés dans un petit café, à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Kevin avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux et il jouait nerveusement avec sa tasse. Je ne suis pas sûr de ce que Nathalie t'a dit, ai-je commencé prudemment. Mais je suis inquiète de certaines choses qu'elle raconte sur mon appartement. Kevin a soupiré en se passant une main dans les cheveux. Je sais qu'elle exagère avec ça. Elle est juste stressée à cause du bébé et de notre situation financière. Mon entreprise a annoncé une nouvelle vague de licenciements le mois dernier, et je suis presque sûr que je vais être concerné. J'ai eu mal au cœur pour mon frère. On a toujours été proches et ça me faisait mal de le voir comme ça.
Je comprends, Kevin, et je veux t'aider. Mais Nathalie pense que tu as un droit sur mon appartement à cause de ce prêt qu'on avait fait. Tu sais bien que ce n'est pas le cas, hein. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Eh bien, techniquement je t'ai aidé quand t'en avais besoin. J'étais choqué. Mais Kevin, c'était $2000 que je t'ai rendu entièrement, avec les intérêts, en 3 mois. On a même signé un papier pour dire que c'était remboursé. Ça ne te donne aucun droit sur mon appart. Je sais, a-t-il dit vite. Mais Nathalie pense que... Elle dit que les biens de la famille doivent être partagés, surtout en période difficile. Et là, on galère vraiment, Audrey. Le bébé change tout. Je comprends ça et je veux vous aider tous les deux. Mais emménager dans mon appartement n'est pas la solution. Ce n'est pas un bien familial. C'est mon chez-moi, que j'ai payé avec énormément d'efforts. Kevin avait l'air malheureux. Tu peux reparler avec Nathalie? Elle s'est déjà tout imaginé dans sa tête. Nous 3 vivant ensemble. Partageant les dépenses, s'occupant du bébé. Elle voit ça comme la solution parfaite. J'ai compris à ce moment-là que Kevin était coincé entre les demandes de sa femme et ce qu'il savait être juste. Même s'il savait qu'elle allait trop loin, il se sentait obligé de la soutenir, surtout avec un bébé en route. Mon cœur s'est serré en réalisant que mon frère ne serait peut-être pas l'allié que j'espérais dans ce conflit. La situation a empiré quand mon père s'est mêlé de l'affaire. Après ma rencontre avec Kevin, papa m'a appelé, sa voix pleine d'inquiétude. Mais Kevin m'a dit qu'il y a un désaccord au sujet de ton appartement, a-t-il commencé. Je lui ai expliqué la situation, en insistant que j'avais payé l'appartement toute seule, à part un petit prêt de Kevin remboursé depuis longtemps. Papa a soupiré. Je comprends, ma chérie, mais vous êtes une famille et ils vont avoir un bébé. Peut-être que vous pouvez trouver un compromis, peut-être les laisser rester chez toi temporairement le temps d'économiser pour leur propre logement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Papa, Nathalie dit que mon appartement est un bien familial sur lequel elle a des droits. Ce n'est pas une aide temporaire. Elle essaie de me prendre ma maison. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas dit comme ça, a répondu papa, toujours en mode pacificateur. La famille doit aider la famille. Ta mère aurait voulu qu'on reste unis dans les moments difficiles. Le fait qu'il invoque ma mère m'a semblé injuste. Papa utilisait toujours sa mémoire comme ça, en insinuant qu'elle aurait voulu qu'on fasse la paix, peu importe le prix. Mais je n'étais pas sûr que ma mère, si juste et pratique, aurait voulu que je renonce à ma maison juste pour satisfaire le caprice de Nathalie. Je suis prête à aider Kevin et Nathalie, ai-je dit fermement. Mais pas en abandonnant ma maison ni mon indépendance. Papa a fait un petit bruit évasif. Réfléchis juste, Audrey. La famille, c'est tout ce qu'on a à la fin. Après cette conversation, je me suis senti de plus en plus seul. Mon père et mon frère semblaient attendre de moi que je sacrifie ma stabilité, durement gagnée, pour satisfaire les demandes de Nathalie. J'ai commencé à douter de moi. Je me suis demandé si j'étais égoïste. Est-ce que ça valait la peine de protéger ma maison et ma vie privée si ça abîmait ma relation avec ma famille? Ces doutes ont disparu quand Nathalie a brusquement fait monter la pression. Elle a organisé une rencontre avec moi dans un café, insistant pour qu'on règle ça entre femmes. À contre-cœur, j'ai accepté, espérant qu'une discussion honnête puisse clarifier les choses. Dès qu'on s'est assise, Nathalie a sorti son discours bien préparé. J'ai fait quelques recherches, dit-elle en sortant un dossier de papier. Dans beaucoup d'États, une propriété acquise pendant un mariage peut être considérée comme propriété conjugale, surtout si des fonds familiaux ont été utilisés. Kevin et moi n'étions pas mariés quand j'ai acheté l'appartement, ai-je précisé, et aucun fonds familial n'a été utilisé, sauf un petit prêt qui a été totalement remboursé. Nathalie a balayé ça comme si ce n'était qu'un détail. Le point, c'est que Kevin a contribué financièrement à ta maison, donc c'est en partie un bien familial. Et comme je suis sa femme et la mère de son enfant, j'ai un intérêt légitime à dire comment ce bien est utilisé. J'ai pris une grande inspiration pour rester calme. Nathalie, ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de propriété. L'appartement est uniquement à mon nom. Je l'ai payé seul. Le prêt de Kevin a été remboursé il y a des années, avec les papiers à l'appui. Les yeux de Nathalie se sont plissés. Les papiers peuvent être contestés. Et tu veux vraiment mettre Kevin dans la situation où il doit témoigner contre sa propre sœur au tribunal? Admettre qu'il t'a aidé financièrement quand tu étais désespéré?
La menace était à peine voilée et j'ai senti une montée de colère. Tu es en train de me menacer de me poursuivre pour mon appartement à cause d'un prêt de $2000 entièrement remboursé? Je dis juste qu'on a des options, répondit Nathalie froidement. Mais je préférerais qu'on règle ça en famille. Kevin, le bébé et moi emménagerons le mois prochain. Tu peux rester jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit où partir avant si tu préfères. Dans tous les cas, on aura besoin de la chambre principale. Je l'ai regardé sans mots. L'audace de sa demande était choquante. À ce moment-là, j'ai compris que Nathalie n'avait aucune intention de faire de compromis ou d'être raisonnable. Elle avait décidé que mon appartement était à elle et qu'elle était prête à utiliser la manipulation émotionnelle, la pression familiale et même des menaces juridiques pour l'obtenir. Ça n'arrivera pas, ai-je dit d'une voix ferme malgré mon cœur qui battait vite. L'appartement m'appartient légalement et moralement. J'ai travaillé 7 ans pour le payer. Je suis désolé pour ta situation financière, mais prendre ma maison n'est pas la solution. Nathalie s'est penchée en avant, sa voix presque un murmure. On va emménager, Audrey. Cherche-toi un autre endroit. Ça va arriver, que ça te plaise ou non. Pendant qu'elle prononçait cet ultimatum, j'ai senti une étrange paix m'envahir. Toutes ces semaines d'angoisse et de doute se sont transformées en une détermination claire. Je n'allais pas laisser cette femme m'intimider pour me chasser de chez moi. Pas après tout ce que j'avais sacrifié pour avoir mon chez moi. J'ai souri, ce qui a désorienté Nathalie. Puis je me suis penché et j'ai murmuré quelque chose qui l'a fait pâlir. J'ai tous les documents légaux, y compris la reconnaissance signée du prêt de Kevin que j'ai remboursé. Essaie de prendre ma maison et je n'hésiterai pas à me défendre devant la justice. L'expression de Nathalie s'est tordue de rage. Pas question. C'est pas juste, a-t-elle crié, attirant les regards autour. Je me suis levé en prenant mon sac. Ah, la justice ne t'inquiétait pas avant, pas vrai, ai-je répondu en quittant le café, laissant Nathalie furieuse derrière moi. Pendant que je conduisais pour rentrer chez moi, je savais que la bataille était loin d'être finie. Mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais prête à me battre. 3 jours après ma confrontation avec Nathalie au café, mon père m'a appelé pour m'inviter à une réunion de famille chez lui. Sa voix était tendue, et je pouvais entendre qu'il était mal à l'aise avec la situation. Tout le monde sera là, dit-il. Je pense qu'il est temps qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on règle ça. J'ai accepté de venir, mais je ne me faisais pas d'illusions sur ce que cette réunion allait être. Ce serait un piège où mon père et mon frère allaient me pousser à céder aux demandes de Nathalie. Mais je sentais que c'était important de leur faire face en personne et d'être clair une bonne fois pour toutes. Quand je suis arrivé chez mon père ce dimanche après-midi, la voiture de Kevin était déjà garée dans l'allée. J'ai pris une grande inspiration avant de sonner, me préparant à ce qui m'attendait. Mon père m'a ouvert, m'a fait une accolade rapide et maladroite, puis m'a conduite au salon, où Kevin et Nathalie étaient déjà assis sur le canapé. Nathalie portait un chemisier large qui mettait en valeur son ventre à peine arrondi, un rappel visuel de l'arme émotionnelle qu'elle comptait utiliser. Audrey, merci d'être venue, commença mon père une fois qu'on fut tous installés. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la situation a dégénéré et qu'on doit trouver une solution qui marche pour tout le monde. Nathalie a pris la parole avant que je puisse répondre. Absolument. La famille devrait pouvoir résoudre les choses sans que ça devienne moche. L'ironie de cette phrase, après les menaces de notre dernière rencontre, ne m'a pas échappé. Donc, j'ai réfléchi, continua mon père. Peut-être qu'un compromis est possible. Audrey, et si Kevin et Nathalie s'installaient chez toi temporairement, juste jusqu'à la naissance du bébé et qu'ils se remettent financièrement? Avant que je puisse répondre, Nathalie m'interrompit encore. En réalité, on en a déjà discuté, et on pense qu'un arrangement plus permanent a plus de sens. Elle regarda Kevin, qui hocha légèrement la tête, même si je remarquai qu'il ne me regardait pas dans les yeux. De notre point de vue, poursuivit Nathalie, Kevin a aidé Audrey à obtenir cet appartement. Sans son aide financière, elle n'aurait peut-être jamais pu l'acheter. Donc, cela en fait en partie un bien familial. Ce n'est pas vrai, dis-je fermement. Mais Kevin m'a prêté $2000 pour une urgence de plomberie, après que j'avais déjà acheté l'appartement. J'ai remboursé ce prêt avec des intérêts en 3 mois. Nous avons tous les deux signé un document qui prouvait que la dette était réglée. Kevin finit par parler, d'une voix basse. C'était plus que ce prêt, Audrey. Je t'ai aidé plusieurs fois au fil des années. Je regardais mon frère, choqué.
De quoi tu parles? Il n'y a eu qu'un seul prêt. Et quand je t'ai aidé à déménager? Et quand j'ai peint ton salon? Et toutes les fois où j'ai apporté le dîner quand je venais te voir? La voix de Kevin devenait plus forte pendant qu'il listait ses prétendues contributions. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était des choses normales que font des membres d'une famille les uns pour les autres. J'ai fait la même chose pour toi un nombre incalculable de fois. Ça ne me donne aucun droit sur ta maison. C'est différent, insista Nathalie. Tu installais ton chez-toi avec notre aide. Ça crée une forme de droit. Mon père tout sauta. Peut-être qu'on pourrait envisager une solution financière. Audrey, et si tu vendais ton appartement et que tu partageais une partie du profit avec Kevin et Nathalie? Ils pourraient utiliser cet argent pour acheter leur propre logement. J'ai senti une vague de colère et de trahison m'envahir. Vendre ma maison? Celle pour laquelle j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 7 ans pour la payer? Pourquoi je ferais ça? Parce que la famille est de la famille, dit mon père, répétant encore son refrain habituel. Je suis prêt à aider, dis-je en luttant pour garder ma voix stable. Je peux vous aider à trouver un appartement abordable. Je peux vous prêter de l'argent pour un dépôt de garantie. Je peux même contribuer à un fonds pour le bébé. Mais je ne vais pas abandonner ma maison. Le visage de Nathalie se durcit. C'est exactement ce que je craignais. Tu as toujours été égoïste, Audrey. Toujours à penser à toi en premier. L'égoïste, ai-je répété, abasourdi. J'ai travaillé à 2 emplois pendant 7 ans. J'ai renoncé aux vacances, aux vêtements neufs, même aux coupes de cheveux, pour payer mon appartement. Comment est-ce que ça, c'est égoïste? Et maintenant, tu as ce grand appartement juste pour toi, pendant que ton frère, sa femme et leur bébé à naître galèrent, répliqua Nathalie. C'est ça la définition d'égoïste. Je regardais Kevin, espérant qu'il reconnaîtrait à quel point tout cela était déraisonnable. Mais il fixait le sol, laissant sa femme parler pour eux deux. Et Kevin, lui dis-je directement. Tu crois vraiment que tu as un droit sur mon appartement? Il se tortilla, mal à l'aise. Je pense juste qu'avec le bébé qui arrive et tout ça, on devrait tous essayer de s'entraider. En me prenant ma maison, ai-je demandé. Non, pas te la prendre, coupa Nathalie. La partager. Comme une famille devrait faire. Partager implique que j'ai le choix, ai-je souligné. Mais tu as déjà annoncé que tu allais emménager, et que moi, je devrais partir. Ce n'est pas partager, c'est prendre. Mon père soupira profondément. Audrey, personne ne dit que tu dois quitter ton appartement. Mais peut-être que tu pourrais faire de la place pour Kevin et Nathalie. Ils ont plus besoin de cet espace que toi en ce moment. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse ma famille s'était retournée contre moi. À quel point ils ignoraient les années de dur labeur et de sacrifice que j'avais fait pour rembourser mon prêt. C'était comme si mon succès avait été transformé en obligation d'aider mon frère et sa femme. Ce n'est pas une question d'espace, dis-je. C'est une question de respect des limites et du droit de propriété. Cet appartement est à moi. Je l'ai payé. Je le possède entièrement. J'ai tous les documents légaux pour le prouver, et je ne vais pas y renoncer. Nathalie se leva brusquement, le visage rouge de colère. C'est ridicule. Tu es assise sur un bien précieux qui pourrait aider ta famille et tu refuses par pur égoïsme. Eh bien, peu importe ce que tu dis. On a déjà donné notre préavis pour notre appartement. On emménage le mois prochain. Je restais assise, ma voix calme malgré la tempête d'émotions en moi. Non. Vous n'emménagerez pas. Si, on va le faire, insista Nathalie. Kevin a une clé, et il a tout à fait le droit de l'utiliser. On va emménager. Trouve-toi un autre endroit. Sa voix avait presque atteint le cri. La pièce devint silencieuse. Mon père semblait profondément mal à l'aise, bougeant sur son siège, et évitant de regarder qui que ce soit. Kevin semblait tiraillé, angoissé par la confrontation, mais sans oser contredire sa femme. Je me levai lentement, pris mon sac. Je regardai Nathalie droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres. Puis je m'approchai et murmurai quelque chose qu'elle seule entendit. J'ai changé les serrures la semaine dernière et j'ai déjà parlé à un avocat. Essaie d'entrer chez moi sans permission et je ferai appel à la police pour violation de domicile. Le visage de Nathalie passa du rouge au blanc en un instant. Non. Ce n'est pas juste, cria-t-elle.
Je me retournai pour faire face à tout le monde. Ma voix était ferme et claire. Ah, la justice ne t'inquiétait pas avant, pas vrai? Tu étais parfaitement à l'aise avec l'idée de prendre ma maison sans aucune considération pour ce qui est juste. Tu ne peux pas faire ça, continua Nathalie en criant. Et Kevin, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Kevin avait l'air désespéré, coincé entre sa femme et sa sœur. Audrey, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler calmement? J'ai essayé d'être raisonnable pendant des semaines, dis-je. J'ai proposé mon aide de plusieurs façons. Mais je ne vais pas me laisser intimider pour qu'on me prenne ma propre maison. C'est mon dernier mot. Sur ce, je suis sorti de chez mon père, ignorant les cris persistants de Nathalie derrière moi. En montant dans ma voiture, j'ai vu mon père sortir sur le porche. Son visage exprimait à la fois la déception et l'inquiétude. Je lui ai fait un petit signe de la main avant de partir, le cœur lourd, mais ma détermination plus forte que jamais. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la tristesse pour le conflit avec ma famille. De la colère face à l'attitude de Nathalie, et à la faiblesse de Kevin. Et un peu de culpabilité de m'éloigner du problème au lieu de le régler. Mais sous tout ça, il y avait une volonté de faire. J'avais trop travaillé pour mon appartement pour l'abandonner maintenant. Surtout face à quelqu'un qui avait montré autant de mépris pour mes limites et mes efforts. Quand je suis arrivé devant chez moi, je suis resté assise dans ma voiture un long moment. Regardant les fenêtres de mon appartement. J'avais bien changé les serrures, comme je l'avais dit à Nathalie. Mais je savais que des verrous ne suffiraient pas pour protéger ce qui m'appartenait. Je devais passer à l'action, et je savais déjà ce que je devais faire ensuite. Le lendemain matin, après cette réunion familiale désastreuse, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Pour la première fois en 3 ans. Cette situation avait besoin de toute mon attention. Et je devais préparer une stratégie pour me protéger, moi et ma propriété. Mon premier appel a été pour mon ami Derek, qui travaille dans l'immobilier et a des contacts dans le domaine juridique. J'ai besoin d'un bon avocat en droit immobilier, lui ai-je dit après lui avoir expliqué la situation. Et quelqu'un spécialisé dans les conflits de propriété et le droit de la famille. Derek est resté silencieux un instant, choqué par ce que je venais de lui raconter. Je n'arrive pas à croire que ton frère et sa femme essaient de s'approprier ton appartement. C'est de la folie. Dis-le-moi. Soupirai-je. Je pensais que changer les serrures enverrait un message clair. Mais je dois m'assurer d'être aussi protégé légalement. Absolument, acquiesça Derek. Tu dois tout documenter et obtenir des conseils juridiques le plus vite possible. Je connais exactement la bonne personne avec qui tu devrais parler. Elle s'appelle Meridi Chen, et c'est l'une des meilleures dans ce domaine. Je vais t'envoyer ses coordonnées par SMS. 1 heure plus tard, j'avais un rendez-vous prévu avec Meridi pour le lendemain matin. En attendant, j'ai commencé à rassembler tous mes documents. Les papiers originaux de l'hypothèque, les reçus de paiement, le billet signé du prêt de Kevin et la preuve de remboursement. Les avis d'imposition foncière, et tout autre document montrant clairement que je suis la seule propriétaire de l'appartement. En relisant ces papiers, je me suis mise à réfléchir à quelle vitesse mes relations familiales s'étaient dégradées. Quelques semaines plus tôt, on avait encore des dîners de famille normaux. Maintenant, je me préparais à une possible action en justice contre mon propre frère et sa femme. Cette idée me serrait la poitrine d'angoisse et de tristesse. Mon téléphone a sonné, interrompant ces pensées sombres. C'était Lisa, ma meilleure amie. Le Derek vient de me dire ce qui se passe, a-t-elle dit d'un ton direct. Tu vas bien? Tu veux que je vienne? L'inquiétude dans sa voix m'a fait fondre en larmes. Après des semaines à me sentir manipulé et à douter de ma propre santé mentale à cause de ma famille. Ça m'a soulagé d'avoir quelqu'un clairement de mon côté. Ça va, ai-je répondu, même si ma voix tremblait légèrement. Je suis juste en train de rassembler des papiers pour mon rendez-vous avec l'avocate demain. J'arrive dans 20 minutes avec des plats à emporter et du vin, déclara Lisa. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Fidèle à sa parole, Lisa est arrivée peu après avec de la nourriture thaï et une bouteille de vin rouge. On s'est installé par terre dans mon salon, entouré de documents juridiques. Et j'ai senti la tension retomber un peu. Lisa a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais toute l'histoire. Depuis les premières remarques de Nathalie jusqu'à la réunion familiale explosive. Je me demande toujours si je n'en fais pas trop, ai-je avoué une fois mon récit terminé.
Est-ce que je suis égoïste de ne pas vouloir partager ma maison? La réponse de Lisa a été immédiate et ferme. Absolument pas. Tu t'es tué à la tâche pour cet appartement. Tu as fait des sacrifices pendant des années pour le payer. Personne n'a le droit de te le réclamer maintenant, surtout pas quelqu'un qui n'a rien fait pour t'aider. Mais qu'en est-il des obligations familiales, ai-je demandé, exprimant le doute qui me hantait. Mon père dit sans cesse que la famille doit s'entraider. Aider la famille, ça ne veut pas dire leur donner ta maison, fit remarquer Lisa. Mais tu as proposé d'autres formes d'aide qu'ils ont refusées. Ils ne veulent pas ton aide. Ils veulent ta propriété. Ce n'est pas la même chose. Sa clarté était exactement ce dont j'avais besoin. Lisa a toujours été douée pour couper court au drame émotionnel et voir les vrais problèmes. Et elle avait raison, ce n'était pas une question d'aide, c'était une question de droit que Nathalie croyait avoir. Une tentative de s'approprier ce qui m'appartenait. Le lendemain, ma rencontre avec Meridi Chen m'a rassuré. Après avoir examiné tous mes documents, elle m'a confirmé ce que je savais déjà. J'étais la seule propriétaire légale de l'appartement. Et ni Kevin ni Nathalie n'avaient de droit dessus. Le prêt de ton frère a clairement été remboursé, avec preuve à l'appui, m'expliqua Meridi. Et même s'il ne l'avait pas été, un petit prêt personnel ne crée aucun droit de propriété sur ton logement. Et qu'en est-il de sa menace de simplement emménager, ai-je demandé. Kevin avait une clé. Tu as bien fait de changer les serrures, affirma Meridi. En tant que propriétaire, tu as le droit de contrôler l'accès à ton logement. S'ils essaient d'entrer sans ton autorisation, ce serait une intrusion illégale, et tu peux appeler la police. La confirmation de ma situation légale m'a soulagé. Mais cela ne réglait pas les aspects émotionnels du conflit. Je devais encore faire face aux conséquences familiales et à la pression constante de Nathalie. Je recommande d'écrire une lettre formelle, suggéra Meridi. Dis clairement qu'ils n'ont pas la permission d'entrer ni d'occuper ta propriété. Et que toute tentative sera considérée comme une violation de domicile. L'avoir par écrit établit clairement ta position. J'ai suivi son conseil en rédigeant une lettre ce soir-là. Puis je l'ai envoyée par courrier recommandé à l'appartement de mon frère et chez mon père. Pour qu'ils ne puissent pas prétendre ne pas avoir été informés. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une pluie de SMS furieux de Nathalie. M'accusant de trahir la famille et menaçant de différentes formes de représailles. Kevin a appelé plusieurs fois, laissant des messages vocaux qui allaient des excuses aux supplications pour que je change d'avis. Mon père est resté silencieux, ce qui m'a blessé plus que je ne l'aurais cru, mais je suis resté ferme. Chaque jour qui passait renforçait ma détermination. Ce n'était plus juste une histoire de propriété. C'était une question de poser des limites et d'exiger du respect pour mon autonomie et mes efforts. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à enquêter un peu plus sur la situation financière de Kevin et Nathalie. Grâce à des amis communs et aux réseaux sociaux. J'ai découvert que leurs problèmes d'argent venaient surtout de leur propre choix. Même si le travail de Kevin était incertain. Leurs difficultés étaient surtout dues aux habitudes de dépenses de Nathalie. Elle avait un historique de dettes sur des cartes de crédit à cause de produits de luxe. Avait insisté pour vivre dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre. Et avait récemment pris en leasing un SUV très cher malgré leurs finances fragiles. Le fait de découvrir qu'ils avaient eux-mêmes créé leur crise n'a fait que renforcer ma volonté. Je n'allais pas sacrifier ma sécurité financière pour couvrir leurs choix irresponsables. 2 semaines après avoir envoyé la lettre officielle. J'ai reçu un appel d'une personne inattendue, ma belle-mère Margaret. Même si on avait toujours eu une relation cordiale, on n'avait jamais été très proches. Son appel m'a surprise. Ton père m'a parlé de ce qui se passe, dit-elle. Je veux que tu saches que tu as entièrement raison de protéger ta maison. Son soutien m'a étonné. Merci, Margaret. Ça compte beaucoup, surtout en ce moment. J'ai déjà vu ce genre de comportement, poursuivit-elle. Ma sœur a essayé de faire la même chose avec la maison de nos parents il y a des années. Tu dois rester ferme. Et si ça peut t'aider, j'ai dit la même chose à ton père. Il déteste les conflits et veut que tout le monde s'entende. Mais au fond, il sait que ce que fait Nathalie est mal. Cette conversation avec Margaret m'a donné encore plus de confiance. Je n'étais pas la seule à voir la situation clairement. Et peut-être qu'avec le temps, même mon père et Kevin changeraient d'avis. Avec une protection légale, le soutien de mes amis. Et de plus en plus de clarté sur le fait que j'étais dans mon bon droit. J'étais prête pour la prochaine confrontation.
Et je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Kevin me demandant qu'on se voie en tête-à-tête. J'ai accepté et proposé un lieu public, le même café où on s'était déjà retrouvés. Quand je suis arrivé, j'ai été surprise de le trouver seul, sans Nathalie. Et il avait l'air fatigué et épuisé. « Je dois te parler de tout ça », dit-il dès que je me suis assise. Les choses sont devenues incontrôlables. J'ai hoché la tête, attendant la suite. Nathalie est. Il hésita, cherchant ses mots. Elle est convaincue qu'on mérite une part de ton appartement. Elle pense que les familles doivent partager leurs ressources. Et que ta réussite devrait servir à tout le monde. Et toi, Kevin, ai-je demandé doucement. Il regarda son café. Je ne sais plus. Je veux soutenir ma femme et notre bébé. Je veux qu'on ait une sécurité financière. Mais je sais que te prendre ta maison n'est pas la bonne façon d'y arriver. C'était la première fissure dans le front uni qu'ils avaient montré jusque-là. Et cela me donna l'espoir que la raison allait peut-être finir par l'emporter. Je n'ai jamais voulu refuser de t'aider, lui ai-je rappelé gentiment. J'ai proposé de t'aider à trouver un appartement plus abordable, de te prêter de l'argent pour un dépôt de garantie. Même de contribuer à un fonds pour le bébé. Ces propositions tiennent toujours. Kevin hocha lentement la tête. Je sais. Nathalie a refusé ces propositions. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle veut ton appartement. Elle aime le quartier, l'immeuble, tout. Et elle pense qu'on le mérite. Mais tu sais, on mérite ce qu'on gagne, dis-je, en répétant une valeur que notre mère nous avait toujours enseignée. C'est quelque chose que maman nous répétait souvent. À l'évocation de notre mère, les yeux de Kevin se remplirent de larmes. Je sais. Et je sais qu'elle serait déçue de moi en ce moment. Nous restâmes silencieux un moment. Le souvenir de notre mère semblait flotter entre nous. Finalement, Kevin reprit la parole. Je veux trouver une solution pour qu'on ne détruise pas notre relation. Tu es ma sœur, et ça compte plus que n'importe quel bien. Pour moi aussi c'est important, lui assurai-je. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas renoncer à ma maison. Pas après tout ce que j'ai sacrifié pour en faire mon chez-moi. Je comprends, dit Kevin à voix basse. Et je parlerai à Nathalie. Je ne peux pas promettre qu'elle écoutera, mais j'essaierai de la raisonner. Au moment de se dire au revoir, Kevin me serra fort dans ses bras. Un geste qui me donna l'espoir que notre lien fraternel pourrait survivre à cette épreuve. Mais je ne me faisais pas d'illusions sur la difficulté à venir. Nathalie avait montré qu'elle était déterminée et manipulatrice. Et elle n'abandonnerait pas facilement sa revendication. Ce soir-là, assise dans mon salon, regardant autour de moi le foyer que j'avais créé avec tant de soin et de sacrifice, je sentis une nouvelle détermination monter en moi. C'était mon sanctuaire, gagné après des années de travail et de discipline. Je n'allais laisser personne me l'enlever, peu importe les tactiques émotionnelles qu'on tenterait. Avec cette idée en tête, je me préparais à ce que je savais être la confrontation finale. Une semaine après ma discussion avec Kevin, mon père m'appela pour proposer une nouvelle réunion familiale. Sa voix semblait différente, cette fois moins insistante, plus réfléchie. Je pense qu'on doit mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, dit-il. Tu serais d'accord pour venir ce dimanche? J'ai aussi demandé à Kevin et à Nathalie de venir. J'hésitais, en me rappelant à quel point la dernière réunion familiale avait dégénéré en accusations et en menaces. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, papa. La dernière fois ne s'est pas bien passée. Je sais, reconnut-il. Mais je pense que cette fois, ça pourrait être différent. Kevin a beaucoup réfléchi, et moi aussi. Son aveu me surprit. Que veux-tu dire? Juste que j'ai pris du recul sur la situation. Et je me rends compte que je ne t'ai pas soutenu comme j'aurais dû. Je veux corriger ça. Ces mots furent inattendus et touchèrent quelque chose de profond en moi. Malgré le conflit des dernières semaines. Je voulais toujours l'approbation et le soutien de mon père. D'accord, j'irai, acceptai-je. Mais cette fois, je ne viendrai pas seul. Ton avocate, demanda-t-il, résigné. Non, juste un ami qui est aussi agent immobilier. Je pense que quelqu'un qui comprend les questions de propriété pourrait t'aider à garder la conversation sur de bons rails. Papa accepta, et on fixa l'heure pour dimanche après-midi. Juste après avoir raccroché, j'appelai Derek pour lui demander s'il pouvait m'accompagner. Il accepta sans hésiter.
Et proposa même d'apporter des documents utiles sur le droit de propriété pour éviter les malentendus. Le dimanche venu, je ressentis un mélange étrange de peur et d'espoir. Pendant que Derek et moi conduisions jusqu'à la maison de mon père, une partie de moi craignait une nouvelle embuscade. Mais une autre partie espérait que le changement d'attitude de Kevin mène à une vraie résolution. Mon père nous accueillit à la porte, serra la main de Derek, et se présenta. Kevin et Nathalie étaient déjà assis dans le salon. Nathalie semblait tendue, et Kevin visiblement mal à l'aise. Je fis les présentations en expliquant que Derek n'était pas seulement un ami, mais aussi un professionnel de l'immobilier, capable de répondre à toute question liée à la propriété. Les yeux de Nathalie se plissèrent quand je mentionnai la profession de Derek. Mais elle resta silencieuse. Mon père prit la parole, avec un ton plus posé que lors de notre réunion précédente. Je pense qu'on est tous conscients que cette situation est allée trop loin, commença-t-il. Nous sommes une famille, et nous devrions pouvoir régler nos différends sans menace ni ultimatum. Je hochai la tête, en gardant le contact visuel avec mon père. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi j'ai invité Derek. Pour qu'il nous aide à avoir une discussion basée sur les faits concernant la propriété de mon appartement. Derek ouvrit son porte-documents et plaça plusieurs papiers sur la table basse. J'ai apporté des informations utiles pour comprendre comment fonctionne la propriété immobilière dans cet état. J'ai aussi des documents sur les prêts entre membres de la famille et leurs liens avec les droits de propriété. Nathalie se tortilla sur son siège, son langage corporel défensif. On n'a pas besoin d'un cours de droit immobilier, dit-elle. C'est une affaire de famille, pas un problème juridique. En réalité, dis-je calmement. C'est les deux. Et je pense qu'il est important qu'on comprenne toutes les règles légales avant de continuer cette discussion. Derek expliqua ensuite, en termes clairs et non conflictuels. Comment fonctionne la propriété d'un bien immobilier? Il précisa que les prêts entre proches, à moins d'être formalisés légalement avec des documents comme des hypothèques ou des actes partagés, ne donnent aucun droit de propriété. Il expliqua aussi que les accords verbaux sur la propriété ne sont pas valables sans documents écrits solides. Pendant que Derek parlait, j'observais les réactions de ma famille. Mon père avait l'air vraiment intéressé, hochait la tête parfois, et posait quelques questions. Kevin semblait de plus en plus mal à l'aise, jetant souvent un regard vers Nathalie, dont le visage était figé dans une expression froide de désapprobation. Quand Derek termina son explication, je pris le relais, en posant mes propres documents sur la table. J'ai apporté des copies de tous les documents importants, expliquai-je. Ça inclut les papiers de mon prêt immobilier, qui montrent que je suis la seule propriétaire. Tous les reçus de paiement prouvant que j'ai tout payé moi-même. Et surtout, le reçu du prêt de Kevin, avec sa signature, prouvant que tout a été remboursé. Je fis glisser les papiers vers Kevin et Nathalie. Comme vous pouvez le voir, les $2000 que Kevin m'avait prêtés ont été intégralement remboursés avec intérêt en 3 mois. Le document est signé par nous deux, et confirme que la dette est complètement réglée. Kevin regarda le papier et hocha légèrement la tête. C'est ma signature, confirma-t-il à voix basse. Le visage de Nathalie devint rouge de colère. C'est ridicule. On n'est pas au tribunal. Kevin t'a aidé des tas de fois au fil des années. Ça crée une obligation morale, sinon légale. Je suis d'accord que la famille doit s'entraider, dis-je calmement. C'est pour ça que j'ai proposé plusieurs fois de vous aider à trouver un nouveau logement. De vous prêter de l'argent pour le dépôt de garantie. Ou de contribuer à un fonds pour le bébé. Toutes ces offres tiennent toujours. Mon père tout sauta. Audrey a raison. Elle a proposé plusieurs formes d'aide concrètes. Et après avoir réfléchi plus sérieusement à tout ça, je dois admettre que j'ai eu tort de suggérer qu'elle doive renoncer à sa maison ou la partager contre sa volonté. Nathalie se tourna vers mon père, l'air choqué. Mais tu ne peux pas être sérieux. La semaine dernière, tu disais que la famille devait rester unie. Oui, la famille doit se soutenir, acquiesça papa. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Audrey a travaillé incroyablement dur pour cet appartement. Elle a fait des sacrifices pendant des années pour le payer. J'aurais dû soutenir sa réussite, pas lui suggérer de l'abandonner. Ces paroles m'ont fait pleurer sans que je m'y attende. C'était la première fois que mon père reconnaissait pleinement l'importance de ce que j'avais accompli. Kevin, peut-être encouragé par le changement de position de papa, parla enfin. Nathalie,
on doit accepter que l'appartement est à Audrey. Elle en est la propriétaire, légalement et moralement. On doit trouver une autre solution pour notre logement. Nathalie se leva brusquement, le visage tordu par la colère. J'y crois pas. Vous vous retournez tous contre moi alors que je suis enceinte et vulnérable. C'est comme ça que vous traitez la famille. Ce n'est pas contre toi, dis-je en gardant une voix calme. C'est une question de respect des limites et du droit de propriété. Je veux vous aider, toi et Kevin, mais pas en abandonnant ma maison. Mais tu veux pas nous aider, cria Nathalie. Tout ce qui t'importe, c'est ton précieux appartement. Ce n'est pas vrai, répondis-je. J'ai proposé plusieurs formes d'aide, mais tu les as toutes refusées parce qu'elles ne t'offraient pas ma maison. Derek, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Si je peux me permettre, il existe plusieurs programmes pour les primo-accédants à la propriété. Qui pourrait aider Kevin et Nathalie à trouver un logement abordable? Je serais heureux de leur fournir les informations. Nathalie tourna sa colère vers Derek. On n'a pas besoin de ta charité. On a besoin de ce qui nous revient. Mais ce n'est pas à vous de droit, dit doucement mon père. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. L'appartement appartient à Audrey. C'est elle qui l'a payé. Pendant un moment, Nathalie resta sans voix. Voyant son plan s'effondrer sous ses yeux. Puis, dans un moment de sincérité surprenante, elle éclata. Oui, je voulais cet appartement parce qu'il est dans un bon quartier et qu'il est totalement payé. Pourquoi elle devrait avoir ça alors que nous, on galère? C'est pas juste. La pièce resta silencieuse après cet aveu. Kevin semblait mortifié, mon père choqué, et Derek mal à l'aise d'être témoin d'un moment aussi intime. Mais moi, j'ai ressenti un étrange soulagement. La vérité était enfin révélée. Il n'avait jamais été question d'aide familiale ou de ce vieux prêt oublié. Il s'agissait d'envie et de ce sentiment que Nathalie avait de mériter ce qui m'appartenait. La vie n'est pas toujours juste, dis-je doucement. Mais prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre ne la rendra pas plus juste. Kevin se leva et posa sa main sur l'épaule de Nathalie. On devrait partir. Je crois qu'on a tous besoin de temps pour digérer tout ça. Nathalie enleva sa main d'un geste brusque. Alors c'est tout? Elle garde son petit appartement parfait pendant qu'on galère à trouver un endroit qu'on peut se permettre? Et vous trouvez ça normal? Et toi, Nathalie, demanda mon père, sa voix ferme mais pas méchante. Tu veux qu'Audrey abandonne la maison pour laquelle elle a travaillé, juste parce que tu la veux? Comment est-ce juste pour elle? Nathalie ne répondit pas. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Cette famille est incroyable. Allez, Kevin. On s'en va. Kevin hésita, semblant partagé. Puis il se tourna vers moi. Je suis désolé, Audrey. Pour tout. Ça nous a complètement dépassés. Je sais, dis-je. Et je veux toujours vous aider, si tu veux bien. Pas avec mon appartement, mais avec d'autres choses qui respectent les limites de chacun. Kevin hocha la tête, puis suivit Nathalie vers la sortie. Le bruit de leur voiture qui démarrait et s'éloignait laissa un silence pesant dans le salon. Mon père soupira profondément. Je te dois des excuses, Audrey. J'aurais dû te soutenir dès le départ. Ce n'est pas grave, papa, dis-je. Même si sa trahison initiale m'avait blessé profondément. Tu essayais juste de préserver la paix, comme toujours. À tes dépens, admis-il. Ta mère aurait été déçue de moi. Elle vous a toujours appris à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez, pas à le prendre aux autres. La mention de ma mère me serra la gorge. Je pense qu'elle serait fière de la façon dont on a résolu ça. Derek, sentant que la famille avait besoin d'intimité, s'excusa et partit attendre dans la voiture. Une fois seul avec mon père, nous nous assîmes ensemble dans un silence plus paisible. Que va-t-il se passer pour Kevin et Nathalie maintenant, demanda-t-il enfin. Je ne sais pas, avouai-je. Mais je pensais vraiment ce que j'ai dit, je veux les aider à trouver un logement. Kevin reste mon frère, et ce bébé sera ma nièce ou mon neveu. Je veux faire partie de leur vie. Papa hocha la tête. Kevin reviendra à la raison, je pense. Il a toujours tenu à votre relation. Nathalie, ça prendra plus de temps. Alors que je me préparais à partir, mon père me prit dans ses bras. Je suis fier de toi, tu sais? Pas seulement parce que tu as payé ton appartement. Mais parce que tu t'es défendu.
Ta mère serait fière aussi. Ces mots comptaient plus que ce qu'il pouvait imaginer. En rentrant avec Derek, je ressentis un mélange d'émotions. Du soulagement que la confrontation soit finie. De la tristesse à cause de la distance entre Kevin et Nathalie. Mais aussi un vrai sentiment de fierté et de force. J'avais défendu ce qui m'appartenait. Non pas par égoïsme, mais par respect pour mon propre travail et mes limites. La bataille était gagnée. Mais la paix familiale, elle, allait demander plus de temps. Cependant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais de l'espoir pour une guérison. Un mois passa avant que j'aie des nouvelles de Kevin. Quand il appela enfin, sa voix semblait fatiguée. Mais plus apaisée que lors de nos précédents échanges. On a trouvé un appartement, dit-il sans détour. C'est plus petit que ce que Nathalie voulait, mais le loyer est raisonnable. Et c'est dans un bon quartier scolaire pour quand le bébé arrivera. C'est une excellente nouvelle, Kevin, dis-je sincèrement. Je suis contente pour vous deux. Il y eut un silence, puis il reprit. Je veux encore m'excuser pour tout ce qui s'est passé. C'était mal de notre part de vouloir réclamer ton appartement. Tu as travaillé dur pour l'avoir, et on n'avait aucun droit dessus. Ces paroles comptaient beaucoup pour moi. Merci de le dire. Ça veut dire plus que tu ne crois. Nathalie et moi avons commencé à voir un conseiller financier, ajouta-t-il. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aide pour mieux gérer notre argent, surtout avec le bébé qui arrive. C'est elle qui a eu l'idée, d'ailleurs, ce qui m'a surpris. C'était une nouvelle inattendue. C'est vraiment un bon pas en avant. Je suis fier de vous deux pour ça. Papa nous a aidés à trouver quelqu'un, expliqua Kevin. Il a été d'un grand soutien dans tout ça. Je crois qu'il se sent coupable de la façon dont il a géré les choses au début. Je souris à l'idée de mon père jouant un rôle plus actif, aidant Kevin et Nathalie à affronter leurs vrais problèmes. Au lieu d'encourager le plan de Nathalie pour prendre ma maison. Il essaie de faire ce qu'il faut. Comme nous tous. Nathalie est encore en train de digérer tout ça, admit Kevin. Mais elle m'a demandé de te dire qu'elle regrette son comportement. Elle n'est pas encore prête à te le dire en face, mais elle voulait que tu le saches. J'ai apprécié ce geste, même petit. Dis-lui que j'accepte ses excuses. Et mon offre d'aider pour le bébé tient toujours. Après tout, ce sera ma nièce, ou mon neveu. La voix de Kevin s'éclaira. En fait, on a appris la semaine dernière. C'est une fille. Une nièce, m'exclamai-je, une vraie joie m'envahissant. Malgré tout ce qui s'était passé. L'idée d'accueillir un nouveau membre dans la famille me remplissait de bonheur. J'ai hâte de la rencontrer. Après avoir raccroché avec Kevin, je me suis assise sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de Seattle. Depuis la confrontation, j'avais beaucoup réfléchi à la famille, aux limites. Et à ce que ça veut vraiment dire d'aimer et de soutenir les gens qu'on aime. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une carte par la poste de la part de Nathalie. Le message à l'intérieur était court, mais plein de sens. Je suis désolé d'avoir essayé de prendre ce qui ne m'appartenait pas. Merci de vouloir toujours faire partie de la vie de notre fille. Même si ce n'était que quelques mots, je savais combien cela avait dû coûter à l'orgueil de Nathalie d'écrire ça. Je l'ai appelée ce soir-là, et même si notre conversation était un peu gênante, c'était un début. Le week-end suivant, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement, en invitant mon père, Kevin et Nathalie. Lisa, Derek, et quelques autres amis proches. Je l'ai appelée « Fête des nouveaux départs ». Une célébration non seulement de ma liberté sans hypothèque, mais aussi de la guérison qui avait lieu dans notre famille. Nathalie est restée plutôt discrète pendant la fête. Mais elle a fait un effort pour être polie, et elle m'a même aidé à servir les boissons. À un moment, alors que nous étions seuls dans la cuisine, elle m'a parlé directement de ce qui s'était passé. J'étais jalouse, admis-elle à voix basse. Mais tu avais tout en ordre et nous, on galérait. Ça semblait tellement injuste. La vie paraît souvent injuste, ai-je reconnu. Mais chacun suit son propre chemin, avec ses propres défis. Nathalie hocha la tête. La conseillère financière m'a beaucoup aidé. Elle m'a fait comprendre que mes dépenses étaient une grande partie de nos problèmes. J'ai commencé à travailler là-dessus. Ça demande du courage, lui dis-je. Et je le pensais vraiment. Reconnaître sa part de responsabilité dans un problème, ce n'est jamais facile.
Alors que la fête touchait à sa fin, mon père m'a pris à part. Je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça, dit-il. Tu as défendu ta position sans couper les liens avec la famille. Ça demande de la force et de la sagesse. J'ai appris des meilleurs, répondis-je, en pensant à ma mère et à sa façon de voir les choses, autant pour l'argent que pour les relations. Maman disait toujours qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas se laisser marcher dessus. Papa a ri. Elle disait bien ça. Souvent à moi, si je me souviens bien. Les semaines suivantes ont apporté encore plus de guérison. Kevin et Nathalie se sont installés dans leur nouvel appartement. Ont continué leur accompagnement financier. Et se préparaient pour l'arrivée de leur fille. Mon père et moi sommes devenus plus proches qu'on ne l'avait été depuis des années. Avec des dîners chaque semaine et de longues conversations. Sur les valeurs familiales et les souvenirs de ma mère. Quant à moi, cette expérience m'avait changé en profondeur. J'avais toujours donné de la valeur à l'indépendance financière. Mais maintenant, je comprenais que la vraie indépendance demandait plus que de l'argent. Elle demandait le courage de poser des limites, même avec ceux qu'on aime. Et la sagesse d'aider les autres sans permettre des comportements nuisibles. Inspiré par mon expérience, j'ai décidé de créer une petite fondation pour aider les femmes à atteindre l'indépendance financière. Avec une partie de l'argent que je mettais autrefois dans mon crédit immobilier. J'ai mis en place un fonds qui offre une éducation financière. Et de petites aides à des femmes qui veulent assurer un logement stable. Je l'ai nommé en l'honneur de ma mère. Qui m'avait appris la valeur du travail et de l'autonomie. La première fois que j'ai raconté mon histoire lors d'un événement de la fondation, j'étais nerveuse. Debout devant une salle pleine d'inconnus. J'ai parlé de mon chemin vers la propriété de mon logement. Du conflit avec ma famille. Et des leçons que j'avais apprises en cours de route. À ma grande surprise, beaucoup de femmes sont venues me voir après. Avec des histoires semblables. Et m'ont remercié d'avoir mis en mots des expériences qu'elles avaient du mal à exprimer. Un soir, alors que j'étais assise dans mon salon, regardant autour de moi. Le foyer pour lequel j'avais tant lutté. Je me suis rendu compte que la vraie valeur de mon appartement n'était ni dans ses murs, ni dans son emplacement, ni dans sa valeur financière. La vraie valeur était dans ce qu'il représentait. Ma détermination, ma discipline. Et mon respect envers moi-même. Ce sont ces qualités qui m'ont permis à la fois de défendre mes limites. Et de préserver mes liens familiaux. Même quand ça semblait impossible de faire les deux. Le chemin avait été douloureux parfois. Mais comme beaucoup d'épreuves, il m'avait rendu plus forte et plus sage. J'avais appris que protéger ce qui est à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Que aider les autres ne veut pas dire sacrifier son propre bien-être. Que le vrai soutien familial passe par le respect des limites des autres. Et la reconnaissance de leur réussite. Et peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise. C'est que parfois, pour préserver les relations qui comptent vraiment, il faut être prêt à défendre ce qui est à nous, à juste titre. Avez-vous déjà dû défendre quelque chose pour lequel vous aviez travaillé dur? Contre quelqu'un qui pensait y avoir droit? Comment avez-vous géré cette situation? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché? Merci de cliquer sur « J'aime », de vous abonner. Et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Souvenez-vous, se défendre, ce n'est pas être égoïste. C'est nécessaire pour avoir des relations saines. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours. Et je vous souhaite le courage de protéger vos limites avec fermeté et compassion.